Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons continuer à apprendre la programmation bas niveau. Dans la partie précédente, nous avons examiné le processus de compilation en C. Il y a beaucoup de fonctions que vous pouvez configurer avec cela, donc il y a encore beaucoup de choses à aborder. C'est exact. Par exemple, nous n'avons pas mentionné que l'implémentation des fonctions peut être placée dans des fichiers sources séparés, pas seulement dans le fichier principal, et que ces fichiers peuvent être convertis en code objet liable à l'aide du compilateur. Lorsque le langage C a été standardisé, une collection de fonctions a également été définie, qui est toujours disponible pour les développeurs et appelée bibliothèque standard, ou libc en abrégé. Une bibliothèque est un code écrit spécifiquement dans le but d'être utilisé dans d'autres programmes. Elles sont généralement mises à disposition en binaire par les développeurs de la bibliothèque, ce qui réduit le temps de compilation puisqu'il suffit de compiler le code que nous avons écrit nous-mêmes. Une partie de la bibliothèque standard est le fichier d'entête stdio.h que nous avons utilisé de nombreuses fois dans les exemples de code CC1, mais l'ensemble des fonctionnalités de la bibliothèque est accessible via plusieurs autres fichiers d'entête comme math.h qui, comme son nom l'indique, met à disposition des fonctions mathématiques, ou encore string.h qui facilite la manipulation des chaînes de caractères. La bibliothèque standard a été normalisée afin de simplifier les tâches répétitives dans la programmation informatique à usage général. Sur ces ordinateurs, les programmes ne s'exécutent généralement pas de manière autonome, mais sous le contrôle d'un système d'exploitation qui offre un certain nombre de fonctionnalités et masque les caractéristiques matérielles. Dans un environnement embarqué, il n'y a souvent pas de système d'exploitation sur lequel s'appuyer, ou bien ses services sont limités. Par exemple, un système embarqué peut ne pas disposer d'un écran adapté à l'affichage de la sortie standard. C'est-à-dire qu'il peut ne pas être capable d'afficher des chaînes de caractères pouvant être transmises à la fonction printf. D'un autre côté, nous devons souvent utiliser des périphériques qui ne sont pris en charge par aucune bibliothèque standard, comme la lecture d'une valeur analogique à partir du convertisseur analogique numérique. À titre de démonstration, nous aimerions vous présenter le panneau et l'application développée pour le 9e chapitre. Cela vous donnera peut-être une idée plus claire de ce que vous pouvez faire avec le microcontrôleur. Ce chapitre porte sur l'interface entre l'homme et la machine, donc les périphériques jouent ici aussi un rôle important. Mettons le système en marche afin que nous puissions démontrer son fonctionnement. Comme vous pouvez le voir, nous avons connecté 3 interrupteurs, 3 LED et un écran OLED au microcontrôleur. Grâce au bouton, nous pouvons indiquer au contrôleur que nous voulons modifier quelque chose. Les LED et l'affichage montrent la réponse du système. Les lumières LED nous indiqueront clairement quel bouton est actuellement en cours d'utilisation. La LED correspondante au bouton qui a été pressé s'allume visiblement. Avec la LED du milieu, vous pouvez changer la couleur de fond et la couleur de dessin de l'écran, et les boutons gauche et droit fonctionnent comme un menu circulaire, vous permettant de changer l'image affichée à l'écran parmi différents graphiques. Ne vous inquiétez pas. Dans les chapitres suivants, nous vous expliquerons comment vous pouvez le faire vous aussi. Cependant, avant d'ajouter des entrées et des sorties au microcontrôleur, voyons comment il utilise ces périphériques intégrés. Les périphériques intégrés dans les microcontrôleurs communiquent via un bus interne qui est accessible au processeur de 2 manières selon l'architecture utilisée. On parle d'ES réel ou mappé sur port lorsque les périphériques sont accessibles par des instructions spéciales et d'ES mappé en mémoire lorsque les périphériques sont accessibles de la même manière que la mémoire. Dans ce cas, les mêmes instructions de chargement et de stockage sont utilisées pour accéder à la mémoire, et chaque périphérique est identifié par une adresse mémoire prédéfinie par le fabricant.
Bien sûr, ces adresses ne peuvent pas faire partie de la mémoire réelle. C'est exact. Une autre difficulté avec l'architecture Harvard est que la mémoire de données et la mémoire de programme sont séparées. Une adresse mémoire seule n'est pas nécessairement suffisante pour que le compilateur puisse identifier sans ambiguïté l'emplacement de l'information avec laquelle nous voulons travailler, puisque l'adresse peut pointer soit vers la mémoire de programme, soit vers la mémoire de données. Dans les cœurs Cortex M4 que nous avons utilisés, le fabricant a évité ce problème en organisant la mémoire de programme, la mémoire de données, ainsi que les périphériques dans un seul espace d'adressage linéaire, mettant ainsi en œuvre l'entrée-sortie mappée en mémoire. L'inconvénient de cela est que, bien que le cœur dispose d'un espace d'adressage séparé de 32 bits pour les données et le programme, ce qui signifierait une capacité théorique de 4 gigabits en pratique, l'espace d'adressage partagé implique que ces capacités doivent être bien plus réduites. Cela limite la quantité de mémoire de données et de programmes qui peut être intégrée dans le microcontrôleur. L'avantage de cette solution est que le bus commun ou logique élimine le problème des espaces de noms différents, c'est-à-dire que toutes les adresses mémoire sont uniques. Dans un environnement embarqué, il est souvent problématique que de nombreux microcontrôleurs ne disposent pas d'une unité de calcul en virgule flottante ou FPU pour faire court. Mais la bibliothèque standard pour la représentation des fractions ne prend en charge que les types à virgule flottante. Bien que les algorithmes en virgule flottante puissent être implémentés en logiciel, ils sont lents et consomment beaucoup de mémoire programme. Pour répondre aux problèmes évoqués ci-dessus, l'organisation chargée de la normalisation du langage C a publié une extension standard portant le numéro ISO TR-COTLER37 intitulée « Extension du langage C pour le support des processeurs embarqués ». De cette extension, seuls les types à virgule fixe ont été implémentés dans les compilateurs courants, y compris le GCC que nous utilisons. Les opérations d'entrée-sortie de base et la gestion des différents espaces d'adressage sont encore traitées différemment selon les solutions proposées par les différents fournisseurs. Pourquoi ont-ils seulement implémenté les types à virgule fixe? Je ne peux pas vous donner de réponse précise puisque je n'ai pas participé au processus, mais cela doit être lié au fait que le langage C dispose par défaut de types intégrés pour stocker les entiers et les fractions, donc il n'a pas dû être trop difficile d'étendre les types à virgule fixe. Les types mentionnés précédemment ne spécifient qu'une largeur minimale, c'est-à-dire le nombre de bits dans lesquels ils sont stockés. La raison en est que l'unité minimale de mémoire adressable dépend de l'architecture. Dans notre cas, avec le cœur Cortex M4, elle est de 8 bits. La norme spécifie également 8 bits pour le type char, donc la version de GCC que nous utilisons stocke aussi le type char sur 8 bits. Cela correspond à un octet. La largeur des autres types n'est également valable que pour la version de GCC que nous utilisons. Le type à virgule fixe fract peut être utilisé pour représenter des parties fractionnaires. Il peut donc prendre des valeurs comprises entre -1 et 1, tandis que le type ACOM possède une partie entière. L'ensemble exact des valeurs dépend de la largeur. Les mots-clés unsigned et signed peuvent être utilisés pour modifier les valeurs pouvant être stockées par les types entiers et à virgule fixe. Nous en avons déjà parlé dans Crystal Clear Electronics chapitre 10. Si nous comparons attentivement les données présentées ici avec celles que nous avons déjà apprises précédemment, nous pouvons constater les complications qui découlent du fait que la norme d'origine ne définissait qu'une largeur minimale pour les types. Le compilateur utilisé là-bas stockait le type long sur 8 octets, tandis que celui que nous utilisons le stocke sur 4 octets. Les types d'entiers à largeur garantie ont été introduits avec la version C99 de la norme et peuvent être utilisés pour garantir la portabilité du code. Vous pouvez vous demander comment les valeurs données dans le code source sous forme de nombres sont stockées, puisqu'elles doivent également apparaître dans le code machine. Nous pouvons également appeler ces valeurs des littéraux. Oui, merci pour cette précision. Voyons un exemple. Si nous déclarons A comme un char sur un octet et B comme un float sur 4 octets,
Alors le type par défaut est int pour les entiers et double pour les fractions. Ainsi, dans l'exemple ci-dessus, 15 est stocké dans le programme sur 4 octets et 30.0 sur 8 octets, même s'ils sont immédiatement stockés dans une variable de largeur inférieure. Il est possible de modifier ce comportement par défaut en ajoutant des suffixes après les nombres. Les suffixes U et L peuvent être utilisés pour les entiers et F et L pour les fractions, comme vous pouvez le voir dans l'exemple. Pour les types char et short, il n'existe pas de suffixe. Non seulement les littéraux, mais aussi les variables peuvent devoir être modifiées, car les opérateurs ne peuvent fonctionner qu'avec des opérandes du même type. En C, les conversions de type peuvent être implicites ou explicites. Une conversion implicite se produit lorsque le compilateur la réalise automatiquement pour permettre à un opérateur de fonctionner. L'exemple suivant va vous montrer la conversion de type implicite effectuée par le compilateur. Lorsque la variable a reçoit une valeur, le compilateur convertit implicitement les littéraux de type int situés à droite de l'affectation en char. Dans la deuxième ligne, la variable a est d'abord convertie en float par le compilateur afin de pouvoir effectuer la multiplication, puis le résultat est converti en double pour correspondre au type de la variable b qui reçoit le résultat. Dans la conversion de type explicite, le nouveau type doit être écrit explicitement entre parenthèses avant que la variable ou l'expression ne soit convertie. Dans cet exemple, la conversion de type explicite fait du diviseur un double. Et puisque la division n'est interprétée qu'entre des types identiques, le diviseur est implicitement converti en double, donc le résultat est également un double. L'exemple est identique en l'absence de la conversion explicite. Il est important de noter que dans ce cas, seul le résultat aurait été converti, ce qui, bien qu'étant également un double, aurait donné une valeur moins précise puisque le résultat de la division était à l'origine de type float. Dans le cas des fractions, la grande majorité des dispositifs embarqués prennent en charge au maximum les opérations avec des types float au niveau matériel. Bien sûr, il est toujours possible d'utiliser des doubles, et cela reste envisageable en laissant le compilateur convertir les variables de 64 bits en opérations sur 32 bits, qui peuvent déjà être effectuées par le contrôleur puisqu'elles tiennent dans les registres à usage général. Cependant, cette conversion a un impact considérable sur le temps d'exécution, car la conversion elle-même nécessite des instructions supplémentaires et l'opération doit être effectuée plusieurs fois sur la variable stockée dans plusieurs registres. Plus la différence entre la largeur logique de la variable dans le code source C et la largeur des instructions prises en charge par le processeur est grande, plus l'écart de temps d'exécution est important. Ainsi, il faut encore plus de temps pour effectuer une opération en double sur un processeur 8 bits que sur un processeur 32 bits. Il est également très facile de manquer de mémoire disponible pour les données et le programme. Ainsi, pour les entiers et les fractions, il faut toujours réfléchir attentivement pour décider si un type plus large est vraiment nécessaire. Je pense que nous avons réussi à mentionner beaucoup de petites choses utiles dans cette vidéo, alors gardons-en pour la prochaine partie. Bonne idée. Au revoir. Au revoir.